Bienvenue à Apple Différemment, votre podcast sur la vulgarisation du monde Apple. Ce podcast est pour vous simplifier les termes techniques qui nous compliquent souvent la vie. On va parler d'usage, de besoins, d'envie et de notre passion pour Apple à travers ses produits, ses services et son histoire. Hey. Bonjour Audrey, comment vas-tu? Salut Matt, ça va bien et toi? Ça va bien. Écoute, c'est toujours un peu particulier quand je te dis bonjour Audrey, comment vas-tu? Parce que les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est ça fait peut-être 15 minutes, 20 minutes qu'on se parle. Puis d'un seul coup, je fais « Bonjour Audrey ». Alors, tu sais, ça fait moins fluide. Mais pour les gens qui nous écoutent, pour ceux qui nous écoutent dans l'épisode actuel, pour vous, tout est tout nouveau. Puis c'est comme si on se rencontrait pour la première fois. Alors, je suis content que ça aille bien, Audrey. T'as mis dans les notes de l'émission quelque chose? Eh oui. Oui, Matt. Écoute, je te félicite merci. Parce que tu as atteint 2000 abonnés sur ta chaîne YouTube Apple et compagnie. Si vous nous écoutez et que vous n'êtes pas encore abonné, allez soutenir Mathieu, découvrez ses vidéos. Et je suis très fière de toi parce que je sais le travail que ça demande. Tu verras qu'à chaque fois que tu passeras 1000 abonnés de plus, tu seras toujours content de ta réussite parce que YouTube, c'est un marathon. C'est fou. Voilà. C'est fou. Ouais. C'est incroyable. Puis en plus d'un marathon, c'est une boîte noire au niveau algorithmique. Tu peux pas... Je sais que toi, tu peux même pas nous le dire, c'est quoi le secret de la... Il y a des choses, des fois, tu dis, j'ai mis beaucoup d'heures, j'ai mis beaucoup de temps, j'ai fait tout ce qu'on nous dit dans les partenaires YouTube pour la vidéo, et puis elle marche pas. Ou, tu sais, il n'y a pas de relais. Et puis, il y en a d'autres, tu un peu moins, puis pouf, là, celle-là, ça marche. Alors, il n'y a pas une recette miracle. Effectivement, merci beaucoup de l'avoir remarqué, 2000 abonnés. Ouais. Ça va vite, et c'est beaucoup de temps, comme tu le dis, pour chaque vidéo. Oui, même la vignette. J'ai vu ton truc passer. Incroyable. Le temps qu'on passe, parfois, je passe plus de temps à faire ma vignette qu'à enregistrer ma vidéo. Et c'est vrai. Alors, ce que je t'avais conseillé, et puis peut-être nos auditeurs qui ont une chaîne YouTube et qui se lancent, la régularité. Oui. Donc, vraiment créer un rendez-vous avec vos abonnés. Donc, c'est-à-dire le même jour, la même heure, vous vous y tenez. Et bien sûr, publier de façon régulière. Et puis, avoir une identité graphique. C'est-à-dire que quand les gens voient vos vignettes, il faut qu'ils sachent que c'est vous. Donc... éviter de changer 10 000 fois vos visuels, il faut s'y tenir à quelque chose qui est... Comme nous, en fait, nous, on est des consommateurs de YouTube aussi, et dès qu'on voit une vignette, on sait on sait à qui appartient cette vidéo. Donc, il faut suivre ça, et surtout, faut partager avec passion. Ouais. Et puis, ça marche. Regarde, tu vois, 2000 abonnés, et puis plus tu vas avancer, plus ça va aller vite. Donc, il faut maintenir le cap. Ah oui, j'ai mis moins de temps à avoir 2000 que 1000, et puis c'est ce que tu disais. Là, ça... Et je me rappelle, quand on a commencé Apple Différemment, il y a 5 ans maintenant, t'étais à quelques milliers, là, 4 ou 5 000, et là, maintenant, c'est plus de 80 000. Et mon fils, regarde tes statistiques. J'ai même pas besoin d'aller sur YouTube. Mon fils te suit, puis il regarde chacune de tes vidéos, combien qu'elle a fait, puis il me donne des conseils. Audrey a fait comme ça. Je dis, ouais, mais là, je vais avoir mon identité à moi. Ouais, mais ça a l'air à bien marcher, Audrey. C'est mon conseiller YouTube, mon fils. Ah, merci à lui. Tu le remercieras. Ouais, j'ai passé les 85 000 abonnés hier ou avant-hier. Et ben là, pareil, en fait, c'est pas parce qu'on... Enfin, en fait, à chaque palier, on est tout... En fait, ça motive, ça permet d'avancer, et puis... plus tu avances, plus ta communauté grandit, les gens, ils attendent ta vidéo. Enfin, c'est très, très réconfortant et puis beaucoup de reconnaissance, en fait. Donc, c'est très valorisant. Et je commence à avoir une communauté aussi où je peux partager directement dans la partie communauté de YouTube. Si vous ne la connaissez pas, il y a une partie communauté où on peut échanger, poser des questions, poster des photos, un peu comme sur Twitter, X ou Mastodon ou Blue Sky ou maintenant je sais plus. Et je me suis fait, d'ailleurs, parlant de ça, je me suis fait une liste de tous les médias sociaux où il faut publier parce que maintenant on a Mastodon, on a Blue Sky, on a... Ça aussi c'est du travail. C'est incroyable. Ouais. Incroyable. Tu sais ce qui est intéressant. On parlait de communauté, ce qui nous fait plaisir, mais ce qui nous fait plaisir aussi, c'est notre gros bouton jaune sur notre site applediff.com qui nous aide à soutenir la création d'un 2e épisode par mois. Et ce qui est bien, c'est qu'à travers ce don, vous pouvez nous publier des commentaires qui font plaisir. Alors, si vous n'êtes pas sur les médias sociaux, que vous voulez contribuer et en plus nous ajouter un petit message, vous pouvez le faire directement sur le gros bouton jaune à applediff.com. Et c'est ce qu'a fait Frédéric. Je te laisse partager son commentaire. Alors Frédéric nous a fait un don, donc merci Frédéric pour ton don. Et tu nous as mis un petit message. Alors je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais je parviens quand même à communiquer avec vous. Ça me fait plaisir. Pourriez-vous nous indiquer comment vous vous êtes rencontrés? Et merci à Matt pour ces anecdotes truculentes. Gadbref. Ah bah oui, c'est Gadbref, Frédéric. Je reconnais son pseudo.
Alors, comment on s'est... Alors, je raconte? Ah, vas-y. Bah, en fait, la rencontre, en vrai, on ne s'est jamais rencontrés Non. physiquement, puisqu'on est séparés de 6000 km, hein, donc on ne se connaît qu'à travers notre podcast et nos enregistrements vidéo, mais c'est comme si tu étais à côté de moi, là. Voilà. On se voit, voilà. Et en fait, la rencontre a été faite grâce à toi, puisque c'est Matt qui m'a contacté un jour en me disant que j'aimerais bien faire un podcast sur Apple, est-ce que ça te tente? Alors moi, j'étais très méfiante au départ, parce que je ne te connaissais pas. Et j'ai écouté beaucoup de tes podcasts Relive que tu fais avec Guillaume. Et puis, du coup, j'ai bien aimé ta façon de voir les choses. Voilà. Et du coup, j'ai accepté. Donc, c'est grâce à Matt, tout ça, si ce podcast existe. Ben oui, puis ça a pris quelques épisodes. Ça se fait. La chimie que vous entendez à l'audio, ça prend plusieurs années. Ça se fait pas du jour au lendemain. Il a fallu se connaître, voir comment l'autre réagit, d'être à l'écran, ça nous aide aussi. Alors, bref, si vous aimez le podcast, ben c'est grâce, encore une fois, à de nombreuses années de travail maintenant. Exactement. On a aussi des commentaires sur iTunes qui font plaisir. Audrey, je te laisse la main. Hein. Tu en as un, puis je vais faire le deuxième après. Ok, alors on a Myth67 qui nous dit « The Best, mon podcast favori sur l'univers Apple. Audrey et Matt sont super sympas et agréables à écouter. Leurs avis sont toujours très intéressants et ils sont ouverts aux critiques, ce qui est rare de nos jours. » 3 petits points. Merci pour cette émission que j'écoute religieusement dès qu'un épisode est dispo, souvent en voiture d'ailleurs. Merci pour ton commentaire et merci pour tes 5 étoiles sur Apple Podcast. On a aussi un commentaire de Guival4213. Le titre, c'est « Super découverte ». Découvert un peu par hasard, de vrais moments de bonheur d'entendre parler de notre marque préférée. Famille Apple Addict avec papa iPhone 12, iPad, HomePod mini, AirPods Pro, Apple TV 4K, bientôt un iPad Air, fiston avec un iPhone 11, AirPods, avec des fils, iPhone 11, iPad, bref, là, je sais exactement ce que notre personne nous a chez lui, et ça, c'est parfait. Il est dans l'écosystème, on le comprend. Je convertis petit à petit les enfants de ma compagne. Merci beaucoup de tout nous partager votre vision pommée. Excusez, j'ai peut-être mal lu, mais ça fait vraiment plaisir avec un 5 étoiles et des bonhommes sourires. Oui, c'est vrai que Apple a réussi à pas juste vendre un appareil, mais nous vendre un appareil dans des familles, avec des forfaits familiaux, avec des facilités pour partager. Et je me reconnais dans ce commentaire-là. Merci beaucoup. Guival4213. Parlant de produits que vous allez peut-être acheter, parce que je ne l'ai pas lu, hein, dans la liste, là, dans l'énumération que je viens de vous faire, je n'ai pas vu ce produit-là. Alors peut-être qu'il est manquant. Aujourd'hui, le dossier à Audrey dont tu vas nous parler, c'est l'Apple Pencil. Oui, je vous ai fait un petit récap parce qu'Apple a sorti un nouvel Apple Pencil en USB-C. Alors, norme européenne oblige, fin 2024, tout devra être en USB-C. Donc, l'Apple Pencil, il passe aussi. Alors, actuellement, on avait 2 Apple Pencil au catalogue. C'était assez simple pour s'y retrouver. Là, on a un 3e Apple Pencil qui arrive, sans supprimer le second ou le plus vieux. Donc en fait, maintenant ça va être un peu compliqué de choisir le bon Apple Pencil. Donc je vais vous guider là-dessus, je vais faire au mieux. Alors, vous savez certainement que l'Apple Pencil de première génération, il se rechargeait en Lightning, vous savez, on enlevait le petit capuchon et on le mettait sur le côté. Je me marre parce que... Quelle hérésie! Quelle hérésie! On le rechargeait en le branchant sur le port Lightning de l'iPad, donc ça faisait l'effet raquette, dont Internet s'est beaucoup moqué, mais avec raison, j'ai envie de dire. Ouais. Voilà, recharger son Apple Pencil comme ça, alors même s'il fallait que quelques minutes pour récupérer, je sais plus, 25% de recharge, ça faisait quand même, c'était un peu ridicule, c'est un peu comme recharger la Magic Mouse sur le dos, comme si elle était en train de décéder, là, enfin en train de mourir, et puis d'ailleurs je la vois, je suis en train de recharger la mienne à l'occasion. Donc on avait l'Apple Pencil de première génération en Lightning, il n'était pas magnétique, il était à côté de l'iPad, et puis on perdait souvent son petit capuchon, faut le dire. Et cet Apple Pencil, donc, il a été vendu très longtemps par Apple, il est encore en vente. On avait ensuite un Apple Pencil donc de 2e génération, jusque-là tout va bien. Par contre, là, on passait un Apple Pencil beaucoup plus intelligent, j'ai envie de dire mieux conçu,
puisqu'il se rechargeait en le plaçant tout simplement sur le bord de l'iPad, avec la recharge magnétique. Et il se rechargeait aussi comme ça, il se synchronisait comme ça. Donc en gros, on clip l'Apple Pencil sur la tranche de l'iPad et tout roule. Moi, c'est celui que j'utilise depuis 5 ans maintenant, ça fonctionne très bien. Donc jusque-là, en fait, l'équilibre était à peu près trouvé. On avait un Apple Pencil de première génération pour les iPads qui avaient un port Lightning et donc qui était à 119 €. L'Apple Pencil de deuxième génération, donc sans fil, recharge magnétique, etc., le top du top, 149 €. Et là, Apple nous a placé au milieu un Apple Pencil USB-C avec un capuchon qui ne s'enlève pas. Par contre, c'est un petit... Comment on peut appeler ça ? Comme un petit étui, quoi. En fait, le capuchon, il se déplace, mais il ne s'enlève pas entièrement. Ouais, comme ces clés USB où on tire pour pousser, pour voir la fiche. Moi, je trouve ça beaucoup plus élégant que celui qui était avec le Lightning où tu perdais le petit capuchon. Ils ont appris de leurs erreurs. Ouais. Alors ça, faut l'admettre. Donc, quand on soulève du coup ce petit capuchon, qu'on tire sur ce petit capuchon, on a le port USB-C qui apparaît. Et donc, c'est par là qu'on va recharger et qu'on va... Alors, est-ce qu'on va le synchroniser par là ? Non, on va le recharger en USB-C. Mais par contre, il est quand même magnétique. Ouais, et c'est là où, en fait, on a perdu la majorité des gens. C'est que c'est compliqué. C'est compliqué, mais moi, ce que j'aurais aimé, clairement, c'est qu'Apple enlève du catalogue l'Apple Pencil de première génération. Ça aurait été plus logique. On avait un Apple Pencil sans fil, sans connectique, haut de gamme, on va dire, à 149 €, et puis un Apple Pencil d'entrée de gamme à 95 €, puisque c'est le prix du nouvel Apple Pencil USB-C. Donc il est moins cher que l'Apple Pencil de première génération. C'est une bonne nouvelle pour le porte-monnaie, pour les utilisateurs. Par contre, au niveau... du tracé, est-ce qu'il fait les mêmes choses que le... Ouais, je vais y venir après. Déjà, je voulais plutôt parler de compatibilité, parce que c'est pas forcément évident de comprendre du coup la gamme actuelle. Je pense que si Apple n'a pas enlevé l'Apple Pencil de première génération, c'est parce qu'il y a encore l'iPad 9 qui est en Lightning. C'est le dernier du catalogue. Ah, ok. Bah oui, qui est encore vendu. Donc, comme Apple veut fournir un Apple Pencil pour tout le monde, il faut bien garder l'Apple Pencil de première génération. Donc je pense que quand l'iPad 9 va disparaître, donc comme il est en Lightning, on peut se dire que avec la norme européenne, il sera bientôt hors catalogue. Je pense que l'Apple Pencil de première génération va partir à ce moment-là. Je pense qu'il va y avoir retrait du catalogue de tout ce qui est Lightning, de toute façon, d'ici l'année prochaine. On est bientôt en 2024. Est-ce que tu avais pensé à ça ? Non, j'avais pas. Ils ont toujours un souci d'avoir un écosystème qui est homogène pour tout ce qui est encore au catalogue. Alors non, effectivement, j'avais pas pensé à ça. Mais ça commence à faire beaucoup de stylés. C'est ça. Et en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si on se projette en 2024, allez, on va dire que l'iPad 9 n'est plus au catalogue, l'Apple Pencil de première génération n'est plus au catalogue. C'est ça qui va arriver, ouais. Ouais, quel Apple Pencil vous allez acheter pour votre iPad ? Alors clairement, ça serait bien de se dire, tout le monde prend l'Apple Pencil de deuxième génération, puisque c'est l'Apple Pencil le plus pratique à utiliser, il se recharge juste en le posant sur la tranche de l'iPad, voilà. Sauf que, malheureusement, cet Apple Pencil de deuxième génération n'est pas compatible, par exemple, avec l'iPad 10, qui est vendu actuellement. Et pourquoi ? Je te le donne en mille, parce que tu sais où elle est la caméra de l'iPad 10 ? Mm-hmm. Elle est sur le côté le plus long de l'iPad. Elle est en haut de l'écran. Contrairement aux autres iPads où la caméra est sur le petit côté. Donc Apple ne peut pas, et ça a été un reproche fait lors de la sortie et la présentation de l'iPad 10. C'est vrai. Elle ne pouvait pas mettre à la fois la recharge par induction, la caméra sur la tranche la plus longue de l'iPad. Donc, je pense, quand j'analyse un peu les compatibilités, là, il y a le tableau sur le site d'Apple, vous pourrez aller le voir. Je pense que les gens qui achèteront un iPad Pro, un iPad Air ou un iPad mini de 6e génération pourront choisir entre l'Apple Pencil de 2e génération ou le nouvel Apple Pencil USB-C, qui est moins cher,
Par contre, les gens qui auront un iPad 10 et puis les prochains, 11, 12, en fait, les iPads grand public, devront en fait se satisfaire de l'Apple Pencil USB-C et donc de la recharge filaire, etc. Donc, clairement, regardez bien la compatibilité si vous voulez acheter un Apple Pencil. Pour l'instant, la gamme... En fait, la gamme, mais comme beaucoup d'accessoires, entre l'USB-C et le Lightning, on sent qu'Apple est un peu à cheval entre deux normes et du coup, pour l'instant, c'est vrai que c'est compliqué. Je pense que d'ici un an, on y verra beaucoup plus clair quand tout sera en USB-C. Il n'y aura plus de questions à se poser. Pour l'instant, voilà, Apple jongle un peu avec les deux. Je pense aussi qu'il y a des tonnes d'Apple Pencil de première génération en stock, donc clairement, faut continuer à les vendre. Je ne sais pas comment ils gèrent ce genre de choses. En tout cas, voilà, je pense que pour bien comprendre cette gamme qui paraît un peu... incohérente aujourd'hui parce qu'il y en a un vieux, ouais. Voilà, il y a des gens qui ont dit que l'Apple Pencil USB-C, c'était inutile, il ne servait à rien. Moi, je crois pas du tout. Je me projette dans un an et je pense que c'est ce qu'Apple fait. Bien sûr, quand ils sortent un produit, ils visent beaucoup plus loin que le jour du lancement. Donc, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Alors, le problème, j'ai envie de dire, mais en fait, ce n'est pas vraiment un problème parce qu'il y a quand même une différence de prix de presque 40 ou 50 euros entre l'Apple Pencil de deuxième génération et le nouvel Apple Pencil USB-C. C'est que le nouvel Apple Pencil USB-C, il n'a pas toutes les capacités de l'Apple Pencil de deuxième génération. Par exemple, si c'était pas assez compliqué, voilà, on en rajoute. On rajoute. Mais après, si tu veux, pour moi, ça me paraît logique. C'est qu'en gros, les gens qui dessinent, les pros, ils vont prendre un Apple Pencil avec sensible à la pression, avec le jumelage et la recharge sans fil, avec le toucher 2 fois pour changer d'outil. Voilà, pour moi, ça va être l'Apple Pencil je vais pas dire des pros, mais des dessinateurs ou des gens qui ont vraiment un usage poussé de l'Apple Pencil. Et l'Apple Pencil USB-C, qui n'est pas sensible à la pression, qui n'a pas la recharge sans fil, etc. Je pense que ça va être l'Apple Pencil grand public. Moi, aujourd'hui, je dessine sur mon iPad, mais est-ce que j'ai besoin qu'il soit sensible à la pression, etc. Pas vraiment. Pour 50 euros d'écart, c'est quand même un tiers du prix. Ouais. J'aurais pris l'Apple Pencil USB-C, c'est sûr. Ouais. Tu vois, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir ce nouveau produit. C'est en gros gamme pro et puis gamme grand public, comme beaucoup de produits chez Apple. Donc en effet, il y a des options, les trois options, en fait les trois éléments que l'Apple Pencil USB-C n'a pas, c'est la sensibilité à la pression, qui était pourtant disponible sur le premier Apple Pencil, donc ça c'est vraiment dommage. Le jumelage et la recharge sans fil, et puis le toucher 2 fois sur l'Apple Pencil pour changer d'outil. Ce sont les 3 éléments que cet Apple Pencil USB-C n'a pas. Donc on a l'impression qu'on a un peu un retour en arrière, mais par rapport au prix, je trouve ça plutôt cohérent, même si clairement 150 euros pour un Apple Pencil, c'est beaucoup trop cher. Voilà, le mien, j'utilise depuis 5 ans, j'ai vraiment zéro problème. Voilà, c'est un investissement, pas un investissement, mais c'est un achat à long terme, quoi. Effectivement. Je pense aussi peut-être dans le domaine éducatif, avoir un pencil un petit peu moins cher, ça peut très bien aussi faire l'affaire. Hein. C'est pas nouveau, hein. Il y a eu des e-Mac, il y a eu des produits faits pour le domaine de l'éducation. Là, c'est pas forcément spécifique pour l'éducation, mais d'avoir des produits moins chers, c'est plus facilitant quand on a des flottes de plusieurs centaines à changer. Ça, on peut le comprendre assez facilement, effectivement. Et par contre, il a quand même... alors, est-ce que je le vois dans notre tableau, là ? Le survol qui est disponible sur les dernières iPad Pro, ça, il l'a. Donc, ça veut dire que ça peut nous donner un indice en nous disant que peut-être que tous les futurs iPads auront cette possibilité-là. Il y a des choses quand même qui se dessinent pas mal avec le nouvel Apple Pencil USB-C, je trouve. Ça, tu vois, je suis en train d'essayer sur celui que j'ai présentement, et non, le survol ne fonctionne pas. Et vous me demanderez comment ça se fait, t'en as un que les autres n'ont pas. Oui, effectivement, j'en ai un que les autres n'ont pas. Je vous le mettrai dans les notes de l'émission. C'est pas forcément un pencil d'Apple. Beaucoup moins cher. Vous irez dans les notes de l'émission, ça vous donnera envie d'aller les lire. Moi, j'en ai essayé 2-3 de marques pour ma chaîne YouTube, 2-3 de marques différentes. Et là, présentement, j'ai le King, comment il appelle ça? Le King One, qui coûte... il n'est pas vendu en France, il est vendu au Canada 26 $, ce qui fait à peu près 20 €. Et il fait presque tout. Et il fait la recharge. Alors,
La question qui tue par rapport à celui qui est USB-C, et est-ce qu'on a la réponse? Est-ce qu'il est réparable? Est-ce qu'il est réparable? C'est-à-dire, est-ce que tu peux changer la batterie ou tu peux changer les pointes? Tu peux changer les pointes, ça, c'est pas un problème. Et d'ailleurs, il a la même forme. Hein, quand on les voit côte à côte, il a exactement la même forme que l'Apple Pencil de deuxième génération, sauf en effet le petit bouchon qui se surlève pour la recharge. Mais sinon, il n'est pas tout rond comme l'Apple Pencil de première génération qui était un peu glissant. Moi, je trouvais que le fait que, comme les crayons de bois, les crayons gris qui sont un peu sculptés comme ça permet quand même d'avoir un meilleur maintien. Est-ce qu'il est réparable au niveau de la batterie? Je ne sais pas. Après, est-ce que tu crois qu'il y a déjà quelqu'un qui a complètement usé la batterie d'un Apple Pencil? Toi, il y a 5 ans, ta batterie, elle tient encore? Oui. Bon, je pense pas. Moi, je pense que la réaction d'avoir un Pencil USB-C du côté dans la gamme d'Apple, c'est vraiment pour y aller frontal avec celui de Logitech qui est au même prix. Ils ont un crayon qui est moins fin, moins élégant, qui est au même prix. Tu peux choisir la couleur grise, orange, qui est moins subtil, qui se recharge lui aussi USB-C, qui a par contre un bouton pour éteindre, allumer, éteindre. Alors, pour peut-être économiser la batterie, ça peut être intéressant. Mais je pense que c'est vraiment frontal par rapport à ce que Logitech faisait. Et peut-être qu'ils vont même le retirer de la boutique. Mais il me semble l'avoir vu sur la boutique d'Apple. Bref. Ah oui. Donc voilà, un nouvel Apple Pencil, c'est pas si simple. Allez sur le site d'Apple. Ils ont quand même bien fait les choses parce que quand vous faites acheter l'Apple Pencil, vous avez le tableau avec les compatibilités. Donc surtout, faites attention d'avoir la bonne compatibilité. Et vous avez un autre tableau un peu plus bas avec les différentes fonctionnalités. Donc vous allez voir si ça vous en avez besoin, ça vous en avez pas besoin. Voilà, après, il y a beaucoup de dessinateurs qui utilisent des tablettes graphiques plutôt. Donc pour moi, c'est clairement gamme pro, gamme grand public. Ça se dessine comme ça. Et puis l'Apple Pencil première génération qui est encore là à cause de l'iPad 9 en Lightning. Sinon, il n'y a pas vraiment de raison de l'avoir encore au catalogue. Non. Bon, merci très bien pour tous ces détails. Apple Pencil, dites-nous dans les notes de l'émission ou sur les médias sociaux là, si vous avez l'intention de l'acheter et pourquoi vous voulez acheter celui-là en USB-C plutôt que celui avec toutes les fonctionnalités. Je pense que le prix est assez grand pour justifier en fonction des usages. Alors, je serais intéressé de voir si mon hypothèse tient la route. Je vous avais promis lors du dernier épisode de vous parler d'un produit chez Apple qui a beaucoup marqué, dont on en a entendu parler, mais qui n'était pas fait sous le règne de Steve Jobs. Et je vous avais promis de vous parler du Newton. Le Newton est un petit appareil personnel pour écrire, et puis le lien avec le stylet, il est là, parce que c'était pour écrire. Je vous avais donné des devoirs au dernier épisode. Alors Audrey, as-tu été voir la vidéo de la vision de John Sculley à l'époque de ce que serait un petit assistant personnel mobile en tous les thèmes, en fait, le Knowledge Navigator? As-tu été voir? Oui, je suis allée voir ta vidéo. Alors, c'est drôle parce qu'on sent aujourd'hui qu'on a des petits bouts de ces assistants. Alors, c'est loin d'être aussi parfait que ce qu'il y a dans la vidéo. Clairement, c'est vraiment plusieurs métiers. Hein. Tu as quand même un ou une secrétaire. Clairement, ajouter un rendez-vous là, faites ça, décaler mon rendez-vous parce que je vais au restaurant. Il y a aussi partie graphique plutôt, où il compile des cartes, enfin il fait des choses qui sont assez intéressantes, donc c'est un super outil, un super assistant. Et c'était en quelle année ça déjà? Ça, c'était à la fin des années 80. C'était une vision que John Sculley voulait pour l'organisation, effectivement. Et tu vois, ça fait plus de 30 ans et on y est. Ça. On n'y est pas encore, moi, je dirais. Non? Mais... OK. il y a beaucoup d'éléments pour lesquels on y est. Et on va débuter tout de suite l'histoire du Newton. L'histoire que je vais vous raconter se situe après le départ de Steve Jobs. Rappelez-vous, Steve Jobs est mis à la porte par le PDG qu'il avait lui-même sélectionné, John Sculley. John Sculley arrive à la barre d'Apple. Il a le Macintosh entre les mains. Au début, c'est un succès d'estime, mais pas un succès des ventes. Et 85, 86, 87, ça devient un succès faramineux des ventes.
Mais John Sculley est assez intelligent pour se rendre compte qu'il va falloir avoir la prochaine grosse chose, the next big thing entre les mains, parce que, vous le remarquez peut-être aussi, Tim Cook aussi, j'ai l'impression, à cette urgence d'agir, notamment avec le Vision Pro, d'avoir la prochaine itération des produits. Et fin des années 80, il commence à réfléchir à ça avec plusieurs vents coureurs de cette époque-là. Juste pour rappeler les chiffres, hein, en 80, les ventes, c'est ça, du Macintosh en 88, 4 milliards. En 89, 5 milliards. En 91, ça dépasse les 6 milliards d'argent. Et après ça commence à baisser. Donc, il se projetait ce qu'elle est dans l'avenir. Et malgré le succès du Macintosh, il savait qu'il allait avoir besoin d'un nouveau produit. Alors, lui, il a sa vision sur ce que serait un assistant personnel intelligent. Vous irez voir la vidéo dans les notes de l'émission. Mais il y en a d'autres. Vous rappelez-vous, je vous avais parlé d'un certain produit qui avait été rendu possible dans une autre émission, un autre assistant qui venait des équipes de Apple. Le nom, c'était... je vais l'avoir dans mes notes de l'émission. Je vais y aller. Mais en gros, il y a un vent coureur d'avoir quelque chose de portable. Apple, fin des années 80, avait aussi engagé, presque sur la fin du règne de Steve Jobs, Sakamon, excusez-moi, S-A-K-O-M-O-N, qui venait de chez HP et qui avait inventé l'ordinateur portable. Et il avait inventé l'ordinateur portable. Et puis Apple se disait, ça va peut-être être du côté des ordinateurs portables. Mais dès que Steve Jobs s'en va, de 85 à 90, ça va très bien dans la compagnie. Puis il ne laisse pas travailler sur un ordinateur portable. Alors, Sakamon, il commence à perdre patience. Il est un petit peu, quelqu'un qui rue dans les brancards parce que vous m'aviez dit qu'on innoverait, on n'innove pas. Et finalement, pour ne pas le perdre, Gassé, qui était un Français, qui était responsable chez Apple, un haut dirigeant chez Apple, décide de lui offrir un projet. Au début, c'est le projet Skunk, ce qui veut dire moufette, ce qui veut dire... comment on dit moufette en français de France? Putois? Un putois, ouais. Le projet Putois, qui lui donne ce projet-là à mettre entre les mains. Il a la permission de John Sculley. John Sculley, c'est pas encore sur quoi ils vont travailler, mais il a la permission. Gassé est intelligent, il sait que Sculley voudrait quelque chose de portable, un peu comme il a fait dans sa vision. Alors, on va y aller avec un projet qui s'appelle le projet Skunk, qui va rapidement s'appeler le projet Newton à l'intérieur. Et la première chose qui a été fait, c'est dans le fait de choisir le nom de Newton, parce que putois à l'interne, ça sentait mauvais comme produit. Ouh, elle était facile. Alors, Sakamon, il rassemble une équipe d'ingénieurs. Il y a Steve Capps. Steve Capps, pour ceux qui connaissent Apple, c'est le cofondateur de Finder. Alors, tout est dans tout. Il ramène Steve Capps et d'autres personnes dans ce projet-là, des gens qui avaient travaillé sur le Macintosh. Le Newton peut commencer à travailler. Et là, on est sur un Newton qui ressemble un peu à la vision de Sculley, un gros Newton, 8 points, une feuille A4 en termes de dimension, quelque chose d'assez gros. Et rapidement, quand tu laisses des ingénieurs ensemble, avec pas de limite, qu'est-ce qui arrive? Il arrive qu'ils créent des affaires énormes. Alors, ils créent 3 Newtons. Alors, tu as le gros Newton, le moyen Newton, puis le petit Newton. En gros, là, je vous le fais rapidement. Et le premier coûte $6,000. Ah oui, tu laisses des ingénieurs ensemble, puis faites-moi ce que j'ai rêvé. Alors, ils vont faire ce que tu as rêvé. L'argent, c'est pas un problème. Et le prix commence à monter beaucoup dans le produit. On est rendu à des estimations de $6,000. Je vous l'épargne, mais entre-temps, pour toutes sortes de raisons, Gassé démissionne. Sakamon s'en va avec lui. Gassé et Sakamon fonderont plus tard la compagnie B, pour ceux qui ont connu ça, BE, avec le système d'exploitation BOS, qui à l'époque, je me rappelle, on disait « Oh, wow, c'est vraiment beaucoup plus beau que Mac ». À l'époque, puis ils avaient inventé l'ordinateur B-Box.
Ces deux patrons-là qui avaient la vision du produit s'en vont. C'est un peu compliqué au niveau de chez Newton, du projet Newton. Ils engagent Tesla. En fait, Tesla était là, mais Tesla reprend la lead du projet immédiatement. Il est impressionné par le projet. John Sculley va commencer à s'impliquer un petit peu plus dans le projet. Rappelez-vous, là, fin des années 80, on dit ça nous prend le nouveau projet qui va révolutionner Apple. On laisse des ingénieurs ensemble sans aucune limite. Ils inventent un produit d'apparence fantastique, mais hors de prix, invendable. Alors, c'est sûr que les patrons commencent à s'impliquer plus. Les patrons qui étaient dans ce projet-là se font mettre dehors ou quittent pour toutes sortes de bonnes raisons. Et là, Tesla et Sculley s'impliquent un petit peu plus. Alors, il y avait 3 Newton, comme je vous disais. Un de 9 par 12 pouces, le gros iPad, un peu plus gros que ça, à 5 000 $. Ils l'appelaient le Senior. Après ça, il y en avait un. Ils avaient commencé à réduire les prix. Un à 2 000 $ et un à 500 $. Pour le plus grand amusement et la dérision de certains, quand ils ont testé ces appareils-là, évidemment, les ingénieurs, ils préféraient le plus gros. Il y a plus de fonctionnalités, ça va bien. Ils poussaient les ingénieurs pour avoir le plus gros modèle des Newton à l'intérieur même de cette équipe. Vous vous rappelez, il y avait 3 modèles, on a commencé à réduire les prix. Les ingénieurs font non, on avait les bonnes idées, on veut le plus cher avec le plus d'options. Et une des options qui était... dont on a entendu parler dans le Newton, c'était de pouvoir partager de l'information d'un Newton à un autre via tout simplement comment on appelle ça, un faisceau... infrarouge? Ouais, via infrarouge, exactement. Ouais. Et les premiers tests de ça, ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas dans des salles où il y avait des phosphorescents, des fluorescents au plafond. C'est pour dire... Ah, des néons. Des néons. Ouais. Des néons. C'est quand même fou, je trouve, quand je t'écoute là Excuse-moi, je te coupe, mais je trouve ça fou de dire qu'en fait, c'était quand même les prémices de l'iPhone et de l'iPad, quoi. On voit très bien où ils voulaient aller. Siri, du coup, n'a pas eu le succès de... Enfin, on va dire par rapport au Newton globalement et à la vidéo, au projet qu'ils avaient, là où le bas blesse aujourd'hui, c'est l'assistant d'Apple, mais apparemment qui va bien évoluer l'an prochain. On en reparlera de toute façon, mais c'est fou quand même de se projeter et de voir les produits qu'on a 30 ans plus tard, quoi. Effectivement, et mettez-vous dans la peau de Sculley à l'époque. Il est à la barre de Apple, une grosse compagnie. Les gens s'attendent à avoir de quoi de qualité, et ça fait plusieurs années que tes ingénieurs font de quoi de qualité, mais qui sera invendable. Alors, et puis ils ont suivi une certaine logique parce que Sculley avait une vision. Alors, pour amener à ta vision, ça va coûter ça, mais ça se vendra pas. Alors, il y a des compromis qui vont se faire, des choix qui vont se faire. En bout de ligne, on va tabler pour dire le premier Newton qui sortira, ce sera le plus petit, celui qui coûtera le moins cher. Alors, c'est le junior qui a gagné. Là, toutes les équipes se mettent à développer en manière intense parce que là, le projet va mal, les patrons reviennent, s'impliquent plus, et il faut qu'on ait des dates de livraison, un produit qui a un coût intéressant, et ainsi de suite. Alors, on commence à pousser sur les développeurs pour qu'ils travaillent plus rapidement. En même temps, John Sculley fait des présentations à toutes sortes de conférences. En 1992, il fait 2 fois. La première conférence qu'il donne pour présenter le produit, les Newton qu'il présente sont branchés à des Macintosh. Alors, toute la puissance de calcul est déportée sur le Macintosh, mais les présentations vont bien. Il fait une seconde présentation en mettant beaucoup de pression sur les développeurs pour dire, là, la prochaine que je vais faire dans 6 mois, il faut absolument que les Newton soient autonomes et fonctionnent. Je vous le fais court, les Newton sont bourrés de bugs, parce que là, il faut se dépêcher. On a pris plusieurs années pour prendre son temps sur une vision produit, et là, Sculley dit non, là, dans l'année prochaine, vous le sortez. Sculley dit, en 93, dans ses conférences en 92, le produit soit disponible. Fait 2 démos. Les démos se passent relativement bien, les gens comprennent l'intérêt, mais on a beaucoup de bugs. Je vous passe l'histoire, mais est-ce que tu as vu le film Tetris sur Apple TV+? Pas encore, il est dans ma liste. Alors, quand tu verras le film d'Apple TV+, tu penseras au Newton parce que le Newton a tellement de bugs, et un des plus gros points noirs du Newton, c'est la reconnaissance de caractère, parce que la promesse, c'était d'avoir un assistant personnel sur lequel on peut écrire et sur lequel on va avoir la reconnaissance de caractère. Les développeurs et les ingénieurs de chez Apple sont incapables de faire quelque chose qui va bien. Alors, on essaye de trouver un peu partout comment ça pourrait bien fonctionner, et lors d'un passage en Russie,
ils reçoivent une disquette dans la chambre d'un hôtel avec un ingénieur un peu stressé, à l'époque de Gorbatchev, la chute du mur. Tout est un peu compliqué là-bas. Et finalement, ils arrivent à avoir un algorithme qui va fonctionner pour le Newton de peine et de misère pour la reconnaissance de caractère. Ça a été un des points noirs du Newton à son début. L'outil n'était pas forcément très au point. Dans ce projet-là, tout arrive et tout est nouveau et tout est catastrophique. Alors, le premier truc qui est nouveau, c'est l'algorithme, le système d'exploitation, l'algorithme pour reconnaître le caractère. Aussi, ce qui arrive de nouveau, mais c'est le processeur. Au début, avec un iPad, on va l'appeler le Newton Big, le gros Newton, à 6 000 ou 5 000 $, il n'y avait pas de problème de calcul. On mettait les plus gros processeurs. Puis sais-tu quoi? On va en mettre 3 pour être encore plus puissant. À l'époque, dans celui à 5 000 $, ils avaient mis 3 processeurs. Et puis, quand on a commencé à resserrer les coûts, on a fait sauter les processeurs. Puis on s'est rendu compte que finalement, les algorithmes, le système d'exploitation, ça ne fonctionne pas avec juste un processeur. Alors, il faut optimiser. Pour optimiser, il faut peut-être changer le langage. Alors, on crée un nouveau langage. On se rend compte que le nouveau langage de programmation sur le Newton ne fonctionne pas beaucoup plus. On va s'intéresser à peut-être changer le processeur à l'intérieur. Imagine, c'est un nouveau produit, puis on change l'architecture interne du processeur. Puis on va aller vers une petite compagnie en Angleterre qui fait un processeur qui s'appelle ARM. Ça a l'air intéressant, ARM. Et si vous connaissez un peu l'informatique, vous savez que maintenant, tous les produits mobiles, quasi tous, sont sur processeur ARM. On développe aujourd'hui. Eh oui, et nos Mac aujourd'hui. Eh oui, Apple Silicon. Puces, Apple, c'est Alors, sur une base ARM. Ouais. On crée de toutes pièces des algorithmes de reconnaissance de caractère pour l'écriture. On crée de toutes pièces un nouveau langage qu'on va appeler le RALPH. C'est un mélange de Smalltalk et de C++. C'est le nom, le nom du langage est devenu Pink par après. Ça a été utilisé pour le projet Star Trek. Le projet Star Trek, c'est les bases de macOS. Alors, vous voyez que Newton, c'est vraiment pas un produit que vous avez entendu parler peut-être, pas un produit que vous avez utilisé peut-être, mais certainement l'initiateur de beaucoup d'autres trucs que vous utilisez tous les jours. Alors, oui, vas-y Audrey. Je voulais dire par rapport à la reconnaissance de caractère, ce qui est drôle, c'est que sur l'iPad, c'est apparu, si je dis pas de bêtises, iPadOS 15 ou 16. Il y a très peu de temps, en fait, que on peut écrire avec l'Apple Pencil et qui retranscrit notre écriture manuscrite en écriture dactylo. Mais clairement, déjà, ça marche pas hyper bien. Il faut vraiment écrire très bien. Donc, je pense que ce rêve un peu fou, je suis pas sûre que ça puisse marcher d'instinct. C'est-à-dire qu'à mon avis, il faudrait qu'on écrive plusieurs pages de texte pour que le logiciel s'adapte à notre écriture et après puisse nous retranscrire correctement. Là, clairement, pour moi, la dictée, ça va 10 fois plus vite. Ça marche 10 fois mieux de dicter mon texte plutôt que de l'écrire à la main sur mon iPad. Donc moi, je suis une adepte de la dictée, donc j'utilise de plus en plus et je trouve ça génial. Et puis avec les progrès qu'il y a eu l'an dernier, cette année, c'est vraiment top. Mais du coup, cette obsession de la reconnaissance de caractère, je pense que sans un apprentissage de notre propre écriture, ça sera jamais très réaliste. Au point, pour le moment, effectivement, ça prend une période d'apprentissage. Tu sais ce que dernièrement, hier, j'ai activé la voix personnelle. Tu sais, dans les options d'accessibilité, tu peux enregistrer ta voix. Pour le moment, ça fonctionne juste en anglais. Alors, vous avez 15 minutes à parler en anglais pour qu'après ça, il adapte ta voix et commence à faire de reconnaissance. En fait, lire avec ta propre voix, ce qui est très troublant parce que l'algorithme est franchement bon. À ce compte-là, je trouve que c'est vraiment plus pertinent de l'entraîner avec ta voix. Et pourquoi on ne le fait pas avec l'écriture? Tu as bien raison. Alors, je vous dis qu'on invente un nouveau langage, on change les processeurs. Apple découvre ARM en 90. La société, ils ont même racheté 43% de ARM en 90. Alors, à quel point ils étaient visionnaires, c'est juste fou. Mais là, vu qu'on a développé un nouveau langage pour être rapide, mais qu'on change le processeur, va falloir faire quelque chose au niveau du langage. Alors, le langage n'était pas assez rapide. On change le langage RALPH. On le dépouille un peu pour qu'il s'adapte à l'ARM, au processeur ARM. On rebaptise. Vous allez voir à quel point c'est fabuleux toutes les histoires qu'il y a pu avoir, cauchemardesques dans ce projet-là. On rebaptise naïvement le langage qu'on a
réduit qui s'appelait au départ Ralph, qu'on a rappelé Pink. On le rebaptise Dylan juste pour le Newton. Mais en le rebaptisant, il y a un procès qui tombe. Apple a rapidement rencontré le problème de marque à cause du nouveau nom qui signifiait officiellement Dynamic Language. Et le problème, c'était que Bob Dylan, qui a nommé, qui s'est nommé d'après Dylan Thomas, a menacé des poursuites d'Apple pour avoir utilisé son nom sans autorisation. Apple et Dylan ont finalement réglé à l'amiable pour un montant non divulgué. Alors, il n'est pas sorti le produit, mais on a perdu 3 patrons. On perd des processeurs, on change les langages. Il faut tout inventer du début jusqu'à la fin. Je ne sais pas si vous imaginez le défi par rapport à ça. Alors, on parle du Newton, mais le produit qui va sortir, ça va être le Message Pad. Vous allez voir Newton Message Pad dans les photos. La date arrive, on fait des présentations, il est toujours pas fiable. On a beaucoup de bugs par rapport à ça. John Sculley fait des présentations début 92, fait des présentations fin 92, c'est pas fiable. Ça va pas bien. On a beaucoup de bugs. Et ce qui laisse le temps aux compétiteurs, pendant 1 an, les compétiteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient John Sculley présenter l'avenir de l'informatique et John Sculley appuie et martèle que ça va être l'assistant personnel, le PDA. Alors, Amstrad embarque, General Magic, j'ai fait un épisode sur General Magic, des déserteurs de chez Apple qui ont inventé une espèce de précurseur au iPhone, eux aussi, à cette époque. General Magic prépare leurs produits. Il y a Sharp. Et John Sculley a lancé une mode sans brevet, sans rien, sans protéger quoi que ce soit sur ses idées. Et tout le monde emboîte le pas. En 93, début 93, je vous rappelle, Sculley avait dit « Je vais le sortir en 92 », il a repoussé la date en 93. En début 93, il y a un nouveau produit qui sort et qui marche vraiment mal, mais les gens ne le savent pas. C'est Sharp qui l'a inventé. Attends. Je suis dans mes notes, j'en ai beaucoup. Dans un autre CES à Las Vegas, en 93, les équipes travaillaient dur comme jamais pour pouvoir sortir le Message Pad, mais ça va pas bien. Il y avait beaucoup trop d'ingénieurs sur le projet. Je lis toujours mes notes, je suis désolé. Prends ton temps. Et ça va pas bien en début 92. Les ingénieurs ont beaucoup de pression. Et il y a quelqu'un qui se suicide. Tellement que les ingénieurs ont de la pression. Il y a Ko Isono qui s'est suicidé parce que il n'arrivait pas à livrer. Il se mettait beaucoup de pression. Et Apple a décidé directement de verser plus de ressources au projet Newton parce que les patrons mettent de la pression sur l'équipe. L'équipe a plein de bugs, a plein de choses à réaliser. Je vous ai dit, le langage, les processeurs, plein de trucs. Ils ont beaucoup de pression, ces ingénieurs-là. Et puis, Apple, après le suicide de l'ingénieur, décide de mettre plus de ressources dans le projet Newton. L'entreprise avait embauché des psychologues pour assurer que tout le monde dans l'équipe était en bonne santé mentale. A même lancé un programme des copains pour que les ingénieurs qui étaient sur le point de s'épuiser puissent, avant que ça explose en fait, puissent aller voir les gens là-dedans. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, mais en termes de structure, ça change beaucoup. En termes de projet, ça change aussi beaucoup. Puis en termes de personnel, les gens qui font ton projet, ça va pas bien. Fin 93, au début 93, on fait une présentation. Le point culminant de la présentation du Newton, c'est de faire une note manuscrit, ce qui échoue. En fait, c'est de partager une note d'un Newton à un autre. C'est ce qui échoue sur scène. Alors, ça va pas bien. La 3e présentation de Newton va pas bien. Je l'ai trop dit, va pas bien. Chao a paniqué. Il y a trop de trucs qui vont pas. Il y a trop de trucs qui vont pas. Dans ma tête, il y a trop de trucs qui vont pas. C'est pire que le Lisa, quoi. Un des ingénieurs d'Apple, imaginez-vous, il y a une keynote d'Apple présentement, il y a un truc qui va pas bien sur scène. Il y a un des ingénieurs qui sort en catastrophe et il fait dans la salle la démo et là, ça fonctionne. Juste pour prouver à quel point ça peut fonctionner et juste pour prouver à quel point l'ingénieur est marqué de ça et il veut absolument que ça fonctionne. Alors, c'est un peu le bordel. Je vous épargne la suite des choses, mais on arrive au début
du mois de mai pour le Newton et il doit être livré fin mai. Et malheureusement, début mai, il y a encore 3700 bugs à corriger. Ce qu'ils se rendent compte, c'est qu'il y en a un qui devrait plus rajouter des fonctionnalités parce que, pour que vous sachiez, quand on passe un produit en mode alpha, le produit est en mode alpha, on n'est plus supposé de rajouter des fonctionnalités. On corrige les bugs, on optimise, et après ça, on tombe en mode bêta. Et après ça, release candidate. Hein, vous voyez, là, RC, là, vous voyez ça des fois passer. Là. La RC, c'est la Golden Master. C'est la version que vous devriez avoir rapidement sur vos ordinateurs. L'idée, c'est de passer ces étapes-là sans ajouter aucune nouvelle autre fonctionnalité, juste corriger les bugs et juste voir si, entre les mains des vrais utilisateurs finaux, ça fonctionne. Ben, il y en a un qui, pendant ces périodes-là, va ajouter des fonctionnalités pendant la période alpha et même jusqu'en bêta, et c'est CAPS. Un des ingénieurs au début qui dit « Ah ouais, mais ça serait bien d'ajouter ci, ça serait bien d'ajouter ça. » Mais c'est plus le moment. Quand vous construisez une maison, c'est pas le moment de la redécorer ou de changer les pièces. Non, vous la construisez. C'est chaque chose en son temps. Ce qui est fou, je trouve, dans ce projet, c'est que tu as l'impression que chacun faisait ce qu'il voulait dans son coin. Ouais. Et que, du coup, je pense que c'est ça aussi, le stress dans l'équipe et tout, c'est qu'il y a un moment, quand tu as des gens têtus qui veulent pas... qui veulent absolument mettre leur grain de sel et qui veulent pas relativiser et se dire bon, si déjà ça marche avec ça sera génial, on en fera évoluer dans les années à venir ou avec les nouvelles versions. Ben non, en fait, ça c'est un problème d'ego. Tu sais, t'as souvent ça dans les équipes où t'en as toujours un qui veut se démarquer. Voilà, là, comme tu dis, comment il s'appelait, CAPS, voilà, ajouter des fonctions jusqu'à ce que on soit en bêta. Enfin, je veux dire, c'était pas raisonnable. Pourtant, c'est une énorme société. Tu vois, tu te demandes comment c'est possible. Comment c'est possible? Une petite boîte où il n'y a pas vraiment d'organisation, on peut comprendre que ça part dans tous les sens, mais là, c'est fou. Mais je pense que entre ça et puis après, Steve Jobs, on sait très bien qu'il était intransigeant, il voulait que ça soit comme ça et pas autrement. Et je pense que bosser pour Apple, ça, dans toutes les époques là qu'on traverse avec les histoires que tu nous contes, je pense que c'est dur. Globalement, c'est une pression, c'est beaucoup de stress. J'espère qu'ils sont bien mieux organisés aujourd'hui, mais là, ça paraît dingue. Ça paraît dingue ce que tu nous racontes. Alors, moi, une des analyses que j'en fais, c'est que ça commande du début au tout début avec Gasset, qui avait dit on va faire, tu sais, qui avait la vision du produit. Le fait qu'il y ait dissension, même dans l'équipe, même de gestion au début, et après ça, qu'il quitte. Il y a eu Tesla, puis après ça, il est parti lui aussi. Le fait qu'il y ait eu beaucoup de gens à la tête de ce projet-là, c'est ce qui détermine le succès ou l'échec, dans le fond. C'est que la vision produit initiale, on l'a peut-être perdue. Puis même que la vision initiale, on se rend compte dès le début qu'elle ne tient pas le bout, elle ne tient pas la route. 6 000 $, un produit à cette époque-là, ça n'avait aucun sens. Tu comprends que je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Alors, début mai, 3700 bugs à corriger, mais il faut graver l'appareil parce qu'il faut graver les puces du MessagePad Newton. C'est la compagnie Sharp qui va s'en occuper. Il faut graver ça à partir du 26 mai. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas un produit final puis qu'il faut le graver quand même? Ils vont le lancer quand même. Ils vont graver 4000 unités du MessagePad et ces MessagePads-là seront juste utilisés comme démonstrateurs dans les boutiques pour que les gens puissent voir un peu, mettre entre les mains un produit. Mais c'est un peu con de faire ça avec le MessagePad. Je t'épargne beaucoup de détails, mais au niveau communication, ils l'ont échappé aussi. Les journalistes techno de l'époque leur sont tombés dessus parce qu'évidemment, tu graves un appareil à 4000 unités, tu mets ça entre les mains des journalistes, il y a encore 1000 bugs. C'est sûr que tu vas te faire tomber dessus. Et en plus, à l'époque, il faut le rappeler, en 93, ou je ne sais plus en quelle année on est, mais avant que tout le monde ait Internet chez soi, tu mettais pas à jour tes appareils en y connectant ton Wi-Fi. Aussi c'est ça facilement. qu'il faut se dire, c'est qu'en gros, voilà, nous, on achetait... Moi, je me souviens même que j'ai eu des ordinateurs avant d'avoir une connexion Internet chez moi. Les mises à jour, c'était sur CD, mais c'était une fois par an, quoi. Quand on avait un bug, on se le traînait 1 an jusqu'à la prochaine mise à jour. Donc, quand on remet les choses dans leur contexte, c'est vrai que livrer un appareil avec encore 1000 bugs, ouais, c'est des cow-boys, les mecs, quoi. Je veux dire, ils y vont... C'est fou, quoi. Donc oui, n'oublions pas surtout qu'on ne pouvait pas mettre à jour les appareils via le Wi-Fi à cette époque-là, quoi. Alors, ce qui devait arriver arriva. Fin juin, on a la Golden Master, la Release Candidate, que vous
les termes que vous voyez souvent pour les versions d'iOS, iPadOS qui traînent quand vous avez des versions bêta. Mais le grand patron d'Apple, il se fait démettre. Il se fait faire le coup qu'il a fait à Steve Jobs. Malheureusement, John Sculley est relevé de ses fonctions. Il va rester quelques temps encore, mais dans un poste où il n'y avait pas de décision à prendre. Mais Newton continue à s'aligner et on va livrer quelques Newton en année 93. Le premier MessagePad est sorti en août 93. A été produit jusqu'en mars 94. Je ne sais pas si ça vous donne une idée, mais c'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Après ça, on a eu le MessagePad 100, qui, lui, a pas beaucoup plus duré, de mars 94 à avril 95. On a eu le 110, le 120, le 130, le 2000, jusqu'à la fin, où ça a été la fin du MessagePad. Le dernier en son nom, ça s'appelait le eMate, le eMate 300, qui est mort en 98, dans les années où Steve Jobs est revenu. Parce que Steve Jobs voulait complètement retirer ce produit-là. Il n'y avait pas juste ce produit-là, en fait. Il y avait beaucoup de diversification dans la gamme des produits, comme ce qu'on est en train de revoir chez Apple en ce moment. Audrey vous a parlé du Pencil, il y en a 3. À l'époque, c'était un peu l'équivalent. Il y avait des imprimantes, il y avait toutes sortes de choses. Et Steve Jobs coupe dans le projet du Newton. De un, parce qu'il avait une mauvaise réputation. De deux, beaucoup de gens disaient que, vu que c'était le projet de John Sculley et qu'il avait été foutu à la porte par John Sculley, une certaine vengeance est arrivée. Malgré tout... Est-ce que tu en as déjà eu un en main? Non, j'ai juste vu des photos. 98, non? Moi, j'ai eu le Palm. Dans les assistants, j'ai eu le Palm et une autre version, mais j'ai pas réussi à mettre la main physiquement sur un Newton à cette époque-là. Toi? Même le dernier modèle qui est sorti en 97, j'avais 16 ans, donc clairement, non, et je crois pas en avoir vu. À l'époque, l'informatique, c'était quand même très très loin, ou il y avait des gens vraiment... très là-dessus qui utilisaient ce genre de produit, mais c'était pas très courant pour le grand public. Non. Donc non, malheureusement, j'en ai jamais eu en main ou j'ai jamais utilisé, mais ça serait drôle. Ouais, franchement, là, si vous en avez, là, faites-nous une photo, écrivez Apple différemment. On aime le podcast, un truc comme ça, puis prenez-le en photo sur votre MessagePad ou sur votre Newton, puis partagez ça, ça serait vraiment chouette pour faire la promo de cet épisode-là. Bref, vous l'aurez compris, c'est un projet qui était très ambitieux. C'était un projet qui avait d'énormes défis technologiques. Et en plus de ça, qui a eu un gros mouvement au niveau de sa tête, au niveau de la gestion. Mais malgré tout, ce que moi je retiens du Newton, indépendamment du produit, de la fin des mésaventures, c'est qu'il a donné lieu à une base très solide de l'écosystème Apple dans ce moment. De par des premiers algorithmes de reconnaissance de caractère. Vous irez voir le film Tetris sur Apple TV+, c'est un peu ce qui s'est passé pour l'algorithme chez Apple. Les processeurs ARM qui ont été utilisés, ça a été la première fois qu'ils ont été vraiment bien utilisés dans un bon usage, c'est-à-dire en mobilité faible consommation. L'idée dans le Knowledge Navigator d'avoir une reconnaissance du langage humain, ça aussi, ça fait partie des bases. Et ce que je retiens personnellement, c'est que c'est dans ces années-là où on commençait à se soucier de la santé mentale des employés, où on a mis des choses en place pour pas qu'il y ait des choses dramatiques qu'ils puissent avoir. On s'occupait de la santé physique, des travailleurs avec des casques dans la construction, des choses comme ça. Mais la santé mentale, c'était vraiment un précurseur aussi de commencer à mettre des équipes de psychologues adaptées à des projets comme ça. Et évidemment, ça a donné lieu aussi au début de Windows CE, le premier Windows mobile. Ça a donné lieu aussi à Palm. Bref, ce petit projet-là, qui a duré 5 ans dans les faits, aura donné lieu à beaucoup de trucs en interne chez Apple. Je vous ai parlé de Finder, je vous ai parlé de macOS, et puis évidemment ARM, qui maintenant propulse tous les appareils de chez Apple, incluant Apple Silicon, parce que dans les faits, c'est à peu près les bases de ça. C'est un peu le genre de produit, je trouve, même si c'est des échecs commerciaux, techniques, c'est quand même des choses qui ont fait avancer. Je pense que tu imagines chez Apple, quand ils ont parlé de l'iPhone, quand ils se sont dit on va créer un smartphone
tactile et tout. Je pense qu'ils ont ressorti l'expérience du Newton en se disant ça marchait, ça marchait pas. Enfin, on se base tous sur notre expérience et je pense que des entreprises comme ça qui sont là depuis 40 ans, bientôt 50 ans, en fait, je pense que c'est l'historique de l'entreprise sert encore 30 ans plus tard à se dire non, en fait, on va pas refaire la même erreur ou ça, c'était quand même génial, cette idée-là, donc on va la reprendre. Et même si c'est des échecs commerciaux ou autres, je pense que ça a quand même raison d'être pour l'avenir d'une société comme ça. En informatique, je dis souvent, j'aime pas ça être le premier parce que c'est souvent moi qui va essuyer les plâtres. On dit, je suis le grand. Le Newton, c'est le bon exemple. Quand vous regardez ça avec perspective, l'iPhone, l'iPad, ça a été des grands défis pour Steve Jobs. Mais le processeur était là. Le langage était là parce que c'était le langage de macOS. Il y avait déjà beaucoup de choses, beaucoup d'acquis dans les fondations de ces produits-là qui étaient arrivés. Newton, il n'y avait rien. Il partait vraiment d'une page blanche. Oui, c'est ça, c'est précurseur. Ouais. C'était donc mon dossier sur le Newton, Audrey. J'espère que vous avez appris des choses. J'ai bafouillé dans la période où ça allait mal, mais dites-vous que c'était exprès. C'était pas ça allait mal dans cette période-là. On avait le contexte en plus. On avait le contexte, effectivement. Donc, on en est à la partie de nos notes, opinions personnelles, pensées, réflexions. Et tu as mis une image suite à mon dossier d'inspecteur Gadget. C'est quoi ça? Ouais, moi quand j'étais enfant, donc moi je suis génération, je suis née en 81, donc je regardais le Club Dorothée quand j'étais petite, et il y avait un dessin animé qui s'appelait Inspecteur Gadget, et une de mes premières héroïnes, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, il y avait beaucoup de héros mais pas beaucoup d'héroïnes, c'était Sophie, c'était le petit génie d'Inspecteur Gadget. Alors elle avait un livre ordinateur qui était incroyable, elle l'ouvrait, il y avait des boutons, un écran, elle avait une montre connectée avec qui elle pouvait parler, avec son chien Fido qui parlait, bien sûr. Et c'est surtout que tu vois dans l'image, on voit que il se voit à travers un écran, mais on sait pas comment ils sont filmés. On voit pas la petite caméra, on voit pas. Donc c'est très drôle. En fait, il y a que 3 boutons sur sa montre. Et en fait, ça me faisait rêver quand j'étais gamine. Et quand j'ai regardé ta vidéo sur le Knowledge Navigator, j'ai pensé à ça. En gros, un livre ordinateur super assistant, pouvoir communiquer et se voir sans fil. On sait même pas comment ils étaient connectés. Enfin, c'est pas techniquement, c'est plutôt improbable. Ouais, mais en tout cas, quand j'avais 8 ans, 7 ans que je regardais ça, ça me faisait rêver. Je me disais c'est ça l'avenir. On y est, clairement. On peut faire du FaceTime, on peut faire plein de choses aujourd'hui avec nos appareils Apple. Et puis, il y avait aussi, ça m'a aussi fait penser à un tweet que je vous mettrai dans les liens de l'émission, dans les notes de l'émission, d'une version de ChatGPT en audio, où en gros, on a une conversation, il y a des gens qui commencent à tester, une conversation avec une intelligence artificielle, entre guillemets. Je vous parlerai d'une conférence que j'ai regardée bientôt et qui est très, très intéressante selon moi. Et que Matt a vu d'ailleurs. On a parlé aussi dans le dernier épisode de la télé dans Retour vers le futur. Tu sais, Retour vers le futur 2. La télé, l'écran qui prenait la commande. Et c'était il y avait Michael Jackson, il y avait des Gorbatchev, je sais plus. Enfin, c'était un peu, c'était pixelisé, c'était volontairement moche, mais en gros la technologie n'était pas au point. Mais voilà, je trouve que notre génération, on a eu depuis notre enfance plein de concepts comme ça, de choses qui présentaient soi-disant le futur. Et il y a quand même des choses qu'on a aujourd'hui et qui fonctionnent plutôt pas mal. Donc il y a quelques rêves qui sont devenus réalité et c'est plutôt cool. C'était Dr. Gang, le méchant dans Inspecteur Gadget, ou Mad, je me rappelle plus. Je crois que c'était Dr. Gang, avec son chat. Enfin, on le voyait jamais. C'est ça la question. Est-ce qu'on a déjà vu Dr. Gang? Jamais. Je sais pas, Google pourrait nous le dire. Mais en tout cas, on voyait tout le temps son chat. Alors, c'était le chien gentil, puis le chat méchant. Moi, j'aimais bien les chats. Donc, c'était un peu bizarre, mais ça faisait très machiavélique, quoi. Il était pas content, on le voyait taper du poing sur la table. Et puis, Inspecteur Gadget, qui était complètement neuneux, bien sûr. Mais... qui était sauvé par Sophie. Et par ses gadgets. Et par ses... qui est vrai, qui s'activait de manière... Et moi, j'avais la vraie voiture. Mes parents m'avaient acheté la voiture du Dr. Gang et la vraie voiture d'Inspecteur Gadget qui se transformait en voiture et en fourgonnette. Tu te rappelles? Ah ouais, cool.
Ben, toujours dans les jouets et dans les préparatifs, parce que Noël approche. Eh oui. Je sais pas s'il y a des auditeurs qui ont réussi à jouer à ce jeu qui vient de sortir, Super Mario Bros. Wonder, qui vient de sortir. Est-ce que tu as vu les previews de ce jeu-là? Ça a l'air juste incroyable. Oui, je me suis retenue d'aller l'acheter le jour de sa sortie parce que j'ai une nouvelle formation à rédiger, donc je suis interdite de jeux vidéo, sinon j'y arriverai jamais. Donc je vais l'acheter, c'est sûr. Je me dis l'hiver approche, il va y avoir des longues soirées, donc Super Mario Wonder, oui, bien sûr que je vais l'acheter. Et on peut se transformer en plein de choses, Oui. en éléphant. En éléphant maintenant. Tout a l'air de prendre vie, donc ça a l'air génial. Et toi, t'as craqué? Oui, ben je vais craquer, mais je pourrais pas l'ouvrir avant décembre. J'ai de l'aveu de tous les testeurs, ça a l'air d'être le meilleur Mario Bros depuis 10 ans. Alors je voulais juste saluer parce qu'on est un peu team Nintendo, Audrey et moi. Oui, on assume. On assume. Bref, c'est si fait. Ce sera le mot de la fin. On assume pour notre émission. Audrey, on va rappeler aux auditeurs comment ils peuvent nous suivre. Alors, c'est assez simple. applediff.com, appledif.com. Vous avez tous les liens qui vont bien pour rejoindre nos médias sociaux. Vous avez aussi le gros bouton jaune pour nous aider à nous soutenir dans la création du 2e podcast par mois. Et n'oubliez pas aussi iTunes, qui nous permet de ressortir dans les classements. Dans les classements, ouais, c'est ça, des podcasts, et qui est toujours très, très agréable. Et pour te rejoindre, pour voir tes vidéos, pour voir tes formations, peut-être souscrire à la dernière formation que j'ai vue passer sur Number. Comment on fait, Audrey, pour te suivre et pour souscrire à ces formations-là? Pour me suivre, comme d'habitude, tous les réseaux sociaux, Twitter, Mastodon, Blue Sky, ça fait beaucoup de choses à gérer, tout ça. Audrey Coulot, et puis mes formations Apple, si vous souhaitez vous former, apprendre à mieux utiliser vos appareils Apple, c'est sur appleavec-audrey.fr. Et toi, Matt, on peut te rejoindre où? profduweb.com, profduweb.com, et vous retrouverez tous les liens qui vont bien. Et sur YouTube, faites une petite recherche Apple et compagnie, et vous allez retrouver AC, c'est le logo, sur fond jaune, abonnez-vous, orange. Abonnez-vous et activez la cloche, comme on dit. Allez, sur ce, on vous souhaite un très bon début de mois de novembre. On est en fin octobre, très bon début de mois de novembre. J'espère que vous avez ramassé beaucoup de bonbons à l'Halloween, et on se revoit dans 2 semaines. Allez, ciao, ciao. Salut.